On va maintenant retrouver Fabrice Epelboin au menu guerre informationnelle, intelligence artificielle, révolution numérique et même les likes sur X, anciennement Twitter. Et oui, les likes ne sont plus publics. 9h, 11h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Fabrice Epelboin, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à Sciences Po la guerre informationnelle et j'ai souvent recours à vos lumières, il faut bien l'avouer, pour nous éclairer dans cette émission sur la face immergée de la révolution numérique. Or, il s'est passé des choses ces derniers jours qui méritent quelques explications. La première, c'est que Nvidia, N-V-I-D-I-A, une entreprise inconnue de la plupart des gens, est devenue le 18 juin dernier l'entreprise la plus valorisée au monde avec 3 000 milliards 335 millions de dollars de capitalisation boursière, dépassant Apple et Microsoft. Pourquoi ? Alors 3 000 milliards, c'est phénoménal. Tout bêtement parce que Nvidia est le leader incontesté d'un certain type de processeurs qui sont les GPU. Les processeurs qu'on a dans nos machines au quotidien, c'est des CPU. Eux, leur truc, c'est le GPU. Jusqu'ici, ça servait en large partie pour faire des jeux vidéo. C'était le truc indispensable pour booster son PC, avoir une super carte graphique. Et puis, un nouvel usage s'est fait jour, c'est l'intelligence artificielle. Donc leur marché a explosé et leur valorisation avec. Nvidia, c'est une entreprise californienne. En fait, les cartes graphiques, c'est un peu le nouveau pétrole d'aujourd'hui. Le GPU, les processeurs des cartes graphiques, c'est la seule façon d'aborder le champ que l'intelligence artificielle a ouvert il y a un peu plus d'un an avec ChatGPT. Et il faut des GPU pour avoir du ChatGPT. Et donc en fait, comme dans tout trouver vers l'or, c'est les marchands de pelles qui font fortune. Et là, cette fois-ci, le marchand de pelles, c'est Nvidia avec les GPU. Jensen Huang, le PDG de Nvidia et l'un de ses fondateurs, a déclaré le mois dernier que la prochaine révolution industrielle a commencé. En effet, d'après lui, l'industrie informatique traverse deux transitions simultanées. L'informatique accélérée et l'IA générative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on est en train de passer de l'informatique traditionnelle à l'informatique accélérée? C'est cette histoire de puces en fait. Imaginez que les CPU, les puces qu'on a dans nos ordinateurs au quotidien, c'est un peu comme un SUV. Vous pouvez aller faire les courses, amener les enfants à l'école et partir en vacances ou aller au travail avec. C'est très polyvalent, mais ça a des limites. Le GPU que fabrique Nvidia, c'est comme une Formule 1. Alors pour aller faire des courses ou pour amener les enfants à l'école, ça sert vraiment absolument à rien. Mais si vous faites la course, c'est pas un SUV qui va faire, qui va vous en mettre plein la vue. Et eux, ils ont tout simplement misé sur les Formule 1 depuis le départ. Donc c'est les leaders incontestés de la fabrication de Formule 1 et tout d'un coup, la course arrive, la fameuse informatique accélérée. Et elle arrive tout simplement parce qu'il y a un nouvel usage qui lui va vraiment, vraiment révolutionner non seulement l'informatique, mais la planète tout entière, qui est cette nouvelle génération d'intelligence artificielle qu'on a tous vu avec ChatGPT et qui a absolument besoin de GPU pour tourner. Et comment l'IA, l'intelligence artificielle générative, est en passe d'être appliquée à chaque produit, à chaque service, à chaque processus là? Absolument tout et n'importe quoi. On en est à un stade où il y a à peu près la moitié des cadres qui utilisent du ChatGPT ou des IA similaires dans leur quotidien. Les gains de productivité sont de l'ordre de 10-20% pour être bien supérieurs si c'était utilisé de façon plus intelligente. Mais par contre, ils sont au niveau du salariat, les gains de productivité. Donc la répartition des gains de productivité va poser un problème tôt ou tard. C'est un problème qui, d'un point de vue économique, est très intéressant. Parce que les entreprises, elles, ne savent pas très bien comment se saisir de ChatGPT. Alors que tous les cadres qui font des slides PowerPoint, eux, ont parfaitement saisi le truc et s'y sont mis depuis déjà un an de façon frénétique. Donc on va vers des perturbations sociales assez amusantes à cause de ChatGPT qui va reposer la question de la répartition des valeurs entre les gains du capital et les gains du travail. Pour l'instant, les gains de productivité sont exclusivement ou presque au niveau du travail. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Nvidia était devenue l'entreprise la plus valorisée au monde. En fait, ça n'a pas duré longtemps, puisque l'action Nvidia est retombée. Elle a perdu 15 points environ, ce qui signifie que sur les 3 000 milliards 335 millions de capitalisation boursière, 430 milliards se sont évaporés en 3 séances, une chute qu'aucune société cotée n'avait jamais connue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont décroché de l'équivalent du PIB d'une demi-douzaine de pays africains. C'est
c'est d'une variation saisonnière, des analystes financiers qui s'aperçoivent qu'ils ont peut-être été un peu trop enthousiastes sur les perspectives de marché, mais reste que la valorisation de l'ensemble, qui se compte en milliers de milliards, est complètement dingue, absolument dingue. Mais c'est peut-être des spéculateurs qui ont vendu leurs titres pour toucher leurs bénéfices, tout simplement. Oui, c'était monté, donc hop, ils se disent... Il y a certainement ce genre d'effet, mais reste que, malgré tout, les marchés considèrent que Nvidia, aujourd'hui, dans la ruée vers l'or numérique, c'est le principal marchand de pelle. Très clairement, c'est l'un des plus gros marchands de pelle. La métaphore de la pelle. C'est comme ça qu'on fait fortune dans ce genre de ruée vers l'or. C'est en aidant les autres à trouver l'or. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule entreprise qui se pose pas la question de qu'est-ce que je vais faire avec ChatGPT. Et donc, qui va dépenser des fortunes en intelligence artificielle, c'est-à-dire essentiellement de la puissance de calcul, et de la puissance de calcul avec ces fameuses puces que fabrique Nvidia. Donc, de toute façon, il est gagnant à tous les niveaux. Quelle que soit votre industrie, vous allez rapporter de l'argent à Nvidia. Cela dit, en dépit de la chute des actions Nvidia, la société reste sur le podium, derrière Apple et Microsoft. Enfin, pour l'instant, car l'autorité de la concurrence française risque de porter plainte contre Nvidia pour pratiques anticoncurrentielles, abus de position dominante. L'entreprise risque une amende d'un montant de 10% de son chiffre d'affaires, soit, je vous laisse calculer, 10% du chiffre d'affaires de Nvidia. Nvidia. J'ai pas le chiffre d'affaires en tête, on a juste la valorisation, et Dieu sait que ça peut ne pas avoir le moindre rapport. On parle de 7 milliards de dollars. Oh, bah c'est rien. Oui, ça n'a pas l'air... Non, ce qui va être intéressant, c'est que Nvidia est une société qui finalement a débarqué dans ce jeu très récemment, contrairement à Microsoft et Apple qui sont là depuis la nuit des temps. Et donc en termes de lobbying, de façon à éviter ce genre d'inconvénients, il y a certainement beaucoup moins de professionnalisme que Microsoft pour en avoir, qui échappe à ce genre d'amende très régulièrement. Mais l'abus de position dominante, les pratiques anticoncurrentielles, ça vous paraît plausible ? Alors, je ne vais pas me prononcer sur les pratiques anticoncurrentielles. Sur l'abus de position dominante, oui, absolument, bien sûr. Ils sont quasiment les seuls à produire ces fameux processeurs pour l'IA. Donc, sur ce secteur, ils dominent de la tête et des épaules. On fait une pause et on y revient tout de suite, Fabrice Epelboin. Europe 1, C'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Nous sommes toujours avec Fabrice Epelboin qui enseigne à Sciences Po la guerre informationnelle et on est en pleine guerre informationnelle, on peut le dire. On va parler d'intelligence artificielle. On l'a dit, depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, il y a 7 mois, la valeur de l'action Nvidia a été multipliée par 5. Et dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui est un marché tout neuf, quelques géants technologiques sont en position de domination et risquent d'en abuser. Ce serait le cas de Nvidia, d'après l'autorité de la concurrence en France. Mais c'est quoi le problème de la position dominante ? C'est que ce serait un frein à l'innovation ? Prenons un exemple très simple. Un des multiples domaines dans lesquels l'intelligence artificielle faisait des miracles, c'est la radiologie. Vous donnez une radio à analyser à une IA, et elle sera beaucoup plus performante qu'un radiologue. Ça pose des problèmes assez catastrophiques, dans le sens où est-ce qu'on aura encore des radiologues en mesure de faire un diagnostic valable dans 20 ans ? Ou est-ce qu'on se sera totalement reposé sur une IA d'ici là, parce que c'est beaucoup plus efficace, infiniment plus économique ? De qui sera-t-on dépendant dès lors pour tout notre secteur hospitalier ? Vraisemblablement d'une industrie comme Microsoft. Donc il y a des vrais soucis qui se posent, il y a des vraies questions qui doivent se poser, et on est déjà dans une situation de colonisation numérique, nous Français, vis-à-vis des États-Unis. Donc il est vraiment temps d'avoir une réflexion économique, pas juste technique, sur ce qui nous attend dans cette ère d'intelligence artificielle, parce qu'elle va remplacer l'homme dans une quantité faramineuse de domaines, et elle va remplacer des savoir-faire qu'on risque de perdre. Vous parlez de colonisation numérique, toujours à propos d'intelligence artificielle. Selon un rapport de l'ONU paru cette semaine, plus de 54 000 brevets liés à l'intelligence artificielle ont été déposés dans le monde depuis 10 ans. 76% d'entre eux l'ont été par la Chine. 12% par les États-Unis, c'est 6 fois moins. Viennent ensuite la Corée du Sud, le Japon et l'Inde. Aucun pays européen ne figure sur ce podium. Cette révolution industrielle se fait sans nous.
Alors sans nous, oui et non. Si on faisait un détail des brevets américains qui ont pour origine des Français, je pense qu'on s'en sortirait très bien. Le grand patron de l'intelligence artificielle de Facebook, c'est un Français, Yann LeCun. Il y a énormément de Français dans la Silicon Valley qui travaillent sur ce secteur. Donc si on fait abstraction de cette dimension coloniale, on s'en sort plutôt pas mal en France. Simplement, la plupart des grands cerveaux français travaillent dans l'informatique, soit directement dans la Silicon Valley, soit en France, subventionnés par le Crédit Impôt Recherche, mais pour des entreprises américaines. Oui, mais c'est là où je dis, ça se fait sans nous. Ah, mais ça fait longtemps qu'on a perdu ça. La Et je Startup parle pas Nation, seulement des Français, en fait, toute l'Europe. Oui, toute l'Europe, absolument. On a totalement décroché là-dessus. Et c'est trop tard? On ne rattrapera jamais notre retard? On est vraiment dans une situation. Le terme colonisation est pas utilisé à la légère. On est dans la même situation que dans les années 30, un pays africain dont l'essentiel des ressources sont utilisées par le colon local, quel qu'il soit, et qui peut-être un jour accédera à une forme d'indépendance, mais une indépendance qui coûtera très cher, et c'est pas pour tout de suite. Enfin, le 12 juin, Fabrice Epelboin, a eu lieu une petite révolution sur X, anciennement Twitter. Un message s'est affiché annonçant que les likes que l'on adresse à telle ou telle publication sur le réseau social sont désormais privés. Les autres n'en ont plus connaissance, ils ne peuvent plus vous fliquer, on continue de voter pour ou contre, mais dans l'isoloir, le like public est mort et enterré. Là, c'est moi qui parle, ça n'est pas le message qui s'est affiché. Mais enfin, tout de même, ça change pas mal de choses, non? Ça change pas mal de choses. On est passé à un like privé qui est similaire à ce qu'on a sur YouTube. Les likes sont privés sur YouTube. Vous ne savez pas pour qu'est-ce que j'ai liké sur YouTube, mais ça enrichit l'algorithme et ça permet à l'algorithme de me donner des choses que j'aime, sans pour autant les révéler à qui que ce soit. C'est désormais la même chose sur Twitter et ça coupe l'herbe sous le pied d'une petite armée de social justice warriors qui espionnaient les likes de tout un chacun pour ensuite aller reprocher à tel individu d'avoir liké telle chose qu'il n'aurait pas dû liker. Ça, c'est terminé. C'est quand même un pas en arrière dans le domaine de la surveillance de tous par tous. C'est ça, c'est un gros caillou dans la chaussure de la surveillance de tous par tous, des petits justiciers du coin de la rue, et ça a augmenté de façon significative le nombre de likes sur la plateforme. Ah oui, maintenant qu'on n'est plus fliqué quand on like ceci ou cela, on n'hésite plus à liker. On n'hésite plus à liker, la personne qu'on like, elle, est au courant qu'on a liké, mais c'est la seule. Donc du coup, ça change la façon d'interagir sur Twitter avec les likes. Les likes ne sont plus du tout ce qu'ils étaient hier. Il reste le retweet qui permet de publiquement afficher une adhésion ou en tout cas une forme d'adhésion à quelque chose en le republiant soi-même, mais les likes désormais c'est confidentiel. Qu'est-ce qui a motivé ce changement sur X ? En grande partie l'idée que le retweet était déjà public. Et donc il y avait déjà un retweeter, outil, ça veut dire republier sur son propre fil d'information un tweet qu'on voit passer. C'est une action qui permet de dire publiquement j'approuve ou je relais ce message. Pas forcément, parfois c'est pour le stigmatiser. Ça peut être pour le stigmatiser, dans quel cas on l'accompagne d'un contexte généralement, mais il y a déjà cette forme d'expression publique qui permet de montrer aux autres qu'on se positionne par rapport à un message. Le like désormais est intégralement privé alors qu'il était public hier, donc ça faisait un peu double emploi. Et l'idée d'Elon Musk, c'est évidemment d'ouvrir une possibilité à des gens d'exprimer une sympathie pour une idée sans pour autant avoir à l'assumer publiquement. Oui, au fond, ça encourage une forme de discrétion qui n'était pas du tout encouragée. Sur Twitter, on a fait étalage de ses opinions, de ses émotions et de tout ce que l'on peut. C'est-à-dire qu'avec le like, on était jusqu'ici encouragé à une forme de sobriété. Quelqu'un ne pouvait pas librement liker qui il voulait parce qu'il était obligé d'intégrer le fait que ça allait avoir un impact sur son image publique. Désormais, il peut liker qui il veut, ça n'aura aucun impact sur son image publique, ça va altérer le flux d'informations que Twitter va composer pour lui, parce qu'il va prendre en compte ses likes, non seulement pour son propre flux d'informations, mais aussi pour propulser des choses qu'il like et qui n'auraient peut-être pas osé liker avant. Donc ça change les dynamiques sociales sur la plateforme, c'est clair. Dernière question, Fabrice Epelboin, à quoi faut-il être attentif cet été quand on s'intéresse à la guerre informationnelle, à l'intelligence artificielle, au numérique en général ? Je crois que cet été, ça va vraiment être un grand festival d'ingérence étrangère sur le territoire français. Il faut rappeler que la barrière à l'entrée pour l'ingérence, c'est l'Azerbaïdjan qui a fait des ingérences en Nouvelle-Calédonie. Et donc,
Imaginez-vous que tous les pays qui ont au moins le niveau de l'Azerbaïdjan sont en mesure de faire de l'ingérence dans un pays comme la France. Ça fait qu'on a une liste considérable de gens qui sont en train en ce moment de faire de l'ingérence. Les Russes sont vraiment l'arbre qui cache la forêt, ils sont là, hein. Mais vraiment, c'est probablement pas le plus gros problème qu'on ait, c'est probablement le plus gros obstacle qu'on ait pour regarder la réalité d'une ingérence très complexe, très sophistiquée, et qui vient d'une multitude de pays. Merci Fabrice Epelboin.